Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La ACA présente son rapport d'activité au vice-président Tiemoko Meliet-Kone. Il contient 11 grands points. Ce rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle évoque entre autres le nouveau cadre légal de la régulation et ses implications. Le vice-président salue la qualité du travail de la ACA. Les TIMO 2023, travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont été lancés. Plus de 15 000 bénéficiaires sont ciblés. C'est une initiative du gouvernement pour offrir des opportunités d'emploi temporaire et de formation aux jeunes en situation de vulnérabilité. L'inscription est gratuite et concerne les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Dans le dossier VDC de ce 20h, nous vous plongerons au cœur du dispositif de prévention mis en place pour éviter les dégâts humains et matériels en cette saison de pluie. Quelles sont les actions prévues pendant et après cette saison pour lutter contre les glissements de terrain et les inondations? Et la tension est toujours vive au Sénégal après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Des affrontements meurtriers ont éclaté dans la foulée à Dakar et à Ziguinchor, la ville dont il est le maire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La ACA a présenté son rapport d'activité au vice-président Tiemoko Meliet-Kone. Il contient 11 grands chapitres. Et ce rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle évoque entre autres le nouveau cadre légal de la régulation et ses implications. Le vice-président a salué la qualité du travail de la ACA, nous dit Jérôme Kofi Abolin. Le rapport d'activité de la ACA, Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, au titre de l'année 2022, sous toutes ses facettes. Document présenté ce jeudi 1er juin 2023 au vice-président de la République Tiemoko Meliet-Kone. En tant que tutelle, c'est au ministre de la Communication et de l'Économie numérique qu'est revenu le privilège d'éclairer sur le sens de la cérémonie de remise. La cérémonie de remise de rapport d'activité s'inscrit dans une tradition républicaine qui veut que certaines institutions et autorités administratives indépendantes présentent un rapport annuel à Monsieur le Président de la République. La ACA, selon les dispositions de l'article 34 de la loi 2017-868 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la communication audiovisuelle, tel que récemment modifié le 20 décembre 2022, bénéficie de ce privilège. Il y a donc un véritable changement de paradigme à opérer. Dans ces conditions, l'habilité du régulateur, qui nous plaît de qualifier de juge de paix, prend tout son sens dans un écosystème dont les frontières deviennent de plus en plus indéfinies quand elles ne disparaissent pas complètement en rajoutant à la complexité de la tâche. Le rapport d'activité 2022 de la ACA, ici présenté, s'articule autour de 11 points. Bien que tous ces 11 points revêtent une importance certaine, il nous paraît opportun, Excellence Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, de n'en évoquer ici que 6, à savoir le nouveau cadre légal de régulation et ses implications, la présentation du paysage audiovisuel, les saisines et autosaisines, la gestion de la bande FM, le contrôle du pluralisme, les relations de collaboration et de coopération. Dans son approche de la régulation, l'ACA met l'accent principalement sur l'encadrement et la sensibilisation des opérateurs audiovisuels. Il s'agit pour nous d'accompagner les opérateurs audiovisuels dans la mise en œuvre de leurs obligations, les sanctions n'intervenant qu'en cas d'absolue nécessité. Au regard de ces données, nous pouvons affirmer que des efforts considérables ont été faits au cours de l'année 2022 par les médias audiovisuels en vue du respect de leur cahier des charges. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliet-Kone, tout en saluant le document fourni par la ACA, se dit convaincu que les réflexions permettront de garantir la liberté pour tous. Le secteur de la communication audiovisuelle dont vous avez en charge la régulation est par essence et par définition
celui qui garantit et organise la liberté d'expression, principe si cher à notre pays, et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Et je voudrais indiquer que il y a de cela 3 décennies, alors qu'il était encore Premier ministre de feu, le président Houphouët-Boigny, il a fortement contribué à l'avènement en Côte d'Ivoire d'une presse écrite et audiovisuelle libre et plurielle. Cette importante contribution avait d'ailleurs conduit certains acteurs de ce secteur à parler à ce moment-là du printemps de la presse ivoirienne. Après son accession à la magistrature suprême de notre pays et sous son leadership, cette libéralisation s'est poursuivie dans le domaine de la télévision. C'est sous cette impulsion que pour la première fois en Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télévision privées commerciales peuvent désormais émettre aux côtés de celles du service public. L'ensemble de ces chaînes nationales, autorisées et encadrées par la ACA, constitue une fierté pour tous, par la qualité et la diversité de leur contenu, qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire, tant au plan national qu'international. La présentation qui a été faite par M. le Président de l'ACA montre que notre pays dispose d'un nouveau paysage audiovisuel riche et diversifié, qui contribue fortement à attirer un public, des partenaires et des téléspectateurs de plus en plus exigeants. Et le vice-président de conclure en indiquant que la ACA saura relever les défis comme elle l'a toujours fait, en garantissant l'accès équitable des candidats aux antennes des médias audiovisuels lors des élections municipales et régionales prévues le 2 septembre 2023. Voilà, et le gouvernement veut aussi un meilleur encadrement des startups numériques. Ces entreprises innovantes du secteur du digital contribuent au rayonnement de l'économie et de notre pays. Mais comment développer le secteur, promouvoir les activités? Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, a fait voter un projet de loi en commission. C'était à l'Assemblée nationale. Et le texte validé à l'unanimité par les députés évoque les accompagnements fiscaux, douaniers et administratifs, nous dit Konaté Moussa. Les startups numériques, bientôt encadrées par une loi, un dispositif afin de faciliter les activités de ces entreprises innovantes. Il s'agit pour l'État de Côte d'Ivoire de favoriser le développement des startups numériques à travers des mesures incitatives d'ordre fiscal, douanier et administratif. Le manque de moyens en financement et accompagnement est un frein à la création et à l'atteinte des objectifs d'un nombre important de start-up numériques. Conscient du rôle important des start-up numériques dans l'économie nationale, le gouvernement de Côte d'Ivoire entend les accompagner en mettant en place un cadre stratégique, institutionnel et juridique propice à leur développement. Le présent projet de loi, s'inscrivant dans une démarche entièrement consultative et inclusive, a pour objet de mettre en place un cadre incitatif spécifique à la création et à la promotion des start-up numériques en Côte d'Ivoire et de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement idoine. Le projet de loi portant promotion des startups numériques présenté par le ministre Amadou Coulibaly est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Ce projet de loi vient régler un vide qui existait, vide dans lequel ces startups évoluaient, pour leur permettre d'exister véritablement et de sortir de cette forme d'informel dans laquelle ces startups existaient. Aujourd'hui, avec l'adoption de ce projet de loi, nous pensons que nos startups gagnent en force et ont tout l'encadrement nécessaire pour pouvoir attaquer des marchés au-delà de la Côte d'Ivoire. Le texte prévoit également la création d'un comité de labellisation. L'organe sera chargé de la validation et le contrôle du label Startup.
Et la Côte d'Ivoire travaille, adapte son système d'immatriculation des véhicules aux normes internationales. Le ministre des Transports, Amadou Koné, vient justement de lancer l'opération et ce système prévoit la mise sur le marché de nouvelles plaques d'immatriculation afin de remédier aux difficultés liées aux fausses plaques d'immatriculation en circulation, aux doublons de numéros et à la détérioration rapide des plaques, nous disent Khalid Diomandé, Sephora Zigui. 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres et un code QR. Ce sont là les caractéristiques des nouvelles plaques d'immatriculation qui seront désormais apposées sur les véhicules en Côte d'Ivoire. La pose symbolique est faite sur l'un des autobus de la Sotra par le ministre des Transports. Amadou Koné précise que la venue de ces nouvelles plaques n'a aucune incidence sur le prix de vente et la validité des plaques d'immatriculation actuelles qui seront appelées à disparaître progressivement en cas de détérioration. En adoptant ce nouveau système d'immatriculation, l'État ivoirien veut se conformer aux standards internationaux et surtout juguler certains problèmes. Ce nouveau système vient résoudre la question des fausses plaques d'immatriculation en circulation, et elles sont nombreuses malheureusement, de doublons en ce qui concerne les numéros d'immatriculation, mais également de faire en sorte que soit attribué un numéro à un seul véhicule ayant un seul propriétaire. Dans cette réforme, ce qui apporte le plus de satisfaction aux transporteurs, c'est l'instauration d'une plaque spécialement dédiée aux véhicules de transport de passagers et de marchandises. Elle se distingue de celle des voitures personnelles par un éléphant de couleur rouge. Il faut différencier les choses parce qu'il y en a qui prennent les véhicules du personnel pour faire du transport. Donc on ne sait pas qui fait du transport, qui ne fait pas du transport. Voilà pourquoi nous soutenons le ministre pour cette réforme. Nous pensons qu'avec la mise en route donc, de cette opération, les plaques seront délivrées très rapidement, elles seront solides, elles seront infalsifiables et elles permettront véritablement de sécuriser et le matériel du transporteur et donc la population qui est transportée. La digitalisation est aussi l'une des innovations majeures du nouveau système, optimisant ainsi la gestion des plaques d'immatriculation et le suivi en temps réel des véhicules. Avec tous les documents requis, le ministre de tutelle indique que la plaque d'immatriculation est désormais délivrée dans un délai maximal de 48 heures. Et dans l'actualité nationale, on note également que la 3e réunion du comité directeur conjoint pour le développement durable vient de se tenir ici à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, peut bien compter sur le système des Nations Unies qui a décidé d'injecter plus de 162 milliards de francs CFA dans le développement. La coopération avec la Côte d'Ivoire sur les objectifs de développement durable se renforce ainsi. Léon Broup, le reportage. À mi-parcours de sa mise en œuvre, le cadre de coopération 2021-2025 entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies chiffre à 345 millions de dollars, soit environ 225 milliards de francs CFA, les investissements du bailleur de fonds dans 300 projets de développement. Des centaines de petits producteurs ont été accompagnés, de nombreuses organisations rurales ont été formées, des milliers de jeunes et de femmes ont été assistés, des centaines d'entreprises conseillées, des centaines d'hectares de forêts protégées et de nombreuses politiques nationales ont été révisées ou adoptées. Sur la période 2023-2024, les Nations Unies et la Côte d'Ivoire gardent conformément au programme social du gouvernement les 8 domaines d'intervention du cadre de coopération, réconciliation, sécurité, paix, agriculture, environnement, santé, éducation et alphabétisation fonctionnelle, accès à l'eau potable. Priorité est faite à la promotion de la jeunesse et à la protection sociale. 12 programmes de 250 millions de dollars à développer au nord ivoirien notamment. Il y avait un gap d'environ 70 millions de dollars pour lequel nous espérons mobiliser des ressources, soit auprès de fonds verticaux, mais aussi à travers les partenaires habituels. Le programme de sécurisation ou de gestion de la fragilité du Nord-Est est réalisé essentiellement par le gouvernement. L'appui du système des Nations Unies, c'est celui que nous avons observé sur ces centres d'intérêt avec des acteurs très actifs comme l'UNICEF qui s'assure que malgré la crise, l'école n'est pas interrompue.
Ce comité directeur conjoint, la 3e réunion d'évaluation du cadre de coopération 2021-2025 entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Et voilà, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Depuis 48 heures, vous l'avez constaté, le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays sont arrosées par d'intenses intempéries, accompagnées par moments d'orage. La Société de météorologie sensibilise, alerte et appelle à la vigilance, à la prudence en cette saison qui devrait enregistrer des précipitations records. On fait le point maintenant de la journée avec notre reporter Alexis Ouedraogo. La grande saison des pluies est là. Pour les mois de juin et juillet, de fortes précipitations sont annoncées avec des risques importants d'inondation. Du 1er au 2 juin, de denses nuages accompagnés d'orages ont apporté des pluies sur le district d'Abidjan et des villes intérieures. Des postes pluviométriques dans les communes d'Abidjan enregistrent des quantités de pluie dépassant le seuil critique, susceptibles donc de générer des inondations, avec des pics dans les communes d'Abidjan Sud, Marcory, Trésul et Port-Boué. Et les projections annoncent 350 mm de pluie pour le centre, contre 865 mm de pluie dans le littoral sud. Face à ces prévisions, les autorités sont en alerte. Vigilance jaune sur les régions du Folon, Kabadougou, Bagoué, de l'Andéné-Douablin, de la Mé, de la Nébi-Tiassa, ainsi que le district d'Abidjan. Selon la Sodexam, cette nuit, des passages nuageux accompagnés de pluies parfois orageuses persisteront sur les régions du littoral. Alors, vigilance et prudence, donc, nous sommes en pleine saison pluvieuse. L'objectif fixé par le gouvernement ivoirien, 0 mort en cette période d'intempéries. Plusieurs actions ont été menées, notamment la sensibilisation pour libérer les zones à risque. Dans le dossier vide ici de ce 20 heures, nous vous plongerons donc au cœur du dispositif de prévention mis en place pour éviter les dégâts humains et matériels causés par les glissements de terrain et les inondations. Mais qu'est-ce qui a été fait au juste en amont? Quelles sont les actions prévues pendant et après cette saison pluvieuse? Le dossier vide ici de ce 20 heures est signé Gascando. Forte pluie à Mosikro, sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Quand il pleut, on n'est pas en sécurité parce qu'on est en bas des collines. Quand l'eau remplit, ça déborde dans les maisons. Quand ça remplit dans les maisons, on a la difficulté. Pour se coucher, ça dérange tout le monde. Le quartier, c'est dangereux. Mais comme on n'a pas les moyens, on est obligé de faire avec. La Sodexam annonce pour cette saison de pluie 2023 des quantités importantes de pluie. Nous avons commencé avec des petites pluies depuis le mois de mars. Et aujourd'hui, en mai-juin, nous rentrons vraiment dans les périodes critiques. Plus particulièrement, le mois de juin serait le pic de la saison des pluies. Il était attendu pour cette année des quantités de pluie excédentaires supérieures à 850 mm de pluie sur mars à juillet. En comparaison par rapport à l'année dernière qui a eu 1116 mm de pluie pour la même période, nous serons une période excédentaire en quantité de pluie supérieure à la moyenne qui est de 850 mm de pluie sur les 3-4 mois donnés. Éviter des situations de catastrophe émanant des éboulements, glissements de terrain et autres phénomènes liés à la saison des pluies à travers le district. Des volontaires, dont cette association, mise sur la sensibilisation. Et nous sommes là aujourd'hui pour leur dire qu'en cas de pluie, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des éboulements. Et pour des personnes vivant des zones à risque, nous sommes passés là pour les sensibiliser et leur demander simplement de quitter ces lieux. Des actions qui cadrent avec la vision du gouvernement. Pour cette saison, un slogan, Opération Saison des pluies, 0 victime c'est possible, accompagné d'actions fortes, notamment le déguerpissement. Cette année, il y a 25 nouveaux sites à risque identifiés par les communes. Ce sont ces sites-là qu'on a déguerpis cette année. Et les travaux de curage vont continuer, même pendant la saison des pluies, pour nous assurer qu'on réduit les risques vraiment d'inondation et pour éviter, n'est-ce pas, des pertes en vies humaines. Nous avons sensibilisé beaucoup avec les mairies. L'ONAD a fait la sensibilisation, l'Office national de protection civile a fait la sensibilisation dans toutes les langues
Après, on envoyait des mises en demeure, on donne un délai aux gens pour partir. Mais ceux qui ne partent pas au bout de ce délai n'ont pas d'autre choix que de recourir à la force. À cela s'ajoute l'opération pré-saison lancée depuis quelques mois, une initiative de l'Office national de l'assainissement et du drainage qui consiste à curer les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. C'est une opération qui se déroule dans tout le district d'Abidjan. L'entretien des ouvrages a lieu en permanence sur toute l'année. Tous les ouvrages de drainage des eaux pluviales sont pris en compte dans cette opération. Aussi bien les grands comme les bassins tampons que vous voyez au carrefour de l'Indénié, comme les barrages de Créteurs, comme par exemple celui de Bonoumen, de la Palmeraie derrière le 35e. Tous ces ouvrages-là sont des ouvrages qui sont conçus et réalisés pour gérer les eaux de pluie. Le gouvernement ne baisse pas la garde, il entreprend plusieurs actions. Avec le financement de la Banque mondiale, il a obtenu 155 milliards de francs CFA pour la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. La commune d'Abobo bénéficie à elle seule de plus de 7 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. 7 km de canaux primaires et qui permettent aujourd'hui, en tout cas, de limiter au maximum le risque d'inondation. Et 7 km pour pouvoir évacuer 84 000 m3 d'eau de pluie par heure. Et ce qui permet de mettre à l'abri, en tout cas, toutes les populations riveraines. Et en plus, la série, c'est d'ajouter l'embellissement de tout ça, qui permet d'avoir un aménagement paysager urbain et qui donnera de la valeur vraiment au quartier et aux zones d'habitation. Des travaux qui réjouissent les populations de ce quartier. L'eau était beaucoup, on ne peut pas passer, on fait grand tour pour passer sur la route, pour partir, pour sortir. Maintenant, comme ils ont bien fait, même s'il n'y a plus, on peut passer. Quand il pleut actuellement, on constate que l'évacuation se fait de façon normale. Et on sent véritablement la sécurité. Les eaux arrivent à évacuer facilement. De gros investissements injectés dans la construction de ces ouvrages, c'est pourquoi le coordonnateur du PARU appelle les populations à plus de civisme. Nous en appelons aux populations, à nos concitoyens, de changer de comportement. Les canaux qui sont là ne sont pas faits pour reverser les eaux usées ni les ordures ménagères. Et donc, il faut que chacun puisse avoir un assainissement autonome afin d'éviter les rejets des eaux usées dans ces canaux et leur permettre de jouer leur rôle qui est celui d'évacuer les eaux de pluie et de les protéger contre les inondations. Ces ouvrages permettront l'évacuation de 184 m3 d'eau par seconde, permettant ainsi le drainage de toutes les eaux de pluie qui tombent dans les sous-bassins versants des quartiers d'Agweto et d'Ndotré à Nkwakouté. Voilà, la Sodexam, vous l'avez entendu, dans ce dossier, annonce des précipitations records. Alors, vigilance sur les routes. C'était au cœur du dispositif de prévention en cette saison pluvieuse. Un dossier réalisé pour vous par Grace Kando. La Côte d'Ivoire occupe désormais le poste de premier vice-président de l'Organisation de météorologie mondiale. Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale de la Sodexam, a été élu premier vice-président de l'Organisation météorologique mondiale. Le candidat ivoirien a été désigné par acclamation et à l'unanimité pour la mandature 2024-2027. C'était au cours du 19e congrès de l'institution à Genève, en Suisse. L'Organisation météorologique mondiale, notez-le, est une institution spécialisée des Nations Unies qui intervient dans les domaines de la météorologie, la climatologie et l'hydrologie. Quelle solution à la pollution plastique? La question est au cœur de la Journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée le 5 juin prochain. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est donc rendu dans une usine ici à Abidjan, usine qui utilise les déchets plastiques pour la fabrication d'objets. Il les a sensibilisés. On en sait plus avec Raskando. Koumassi, zone industrielle, nous sommes dans une usine spécialisée dans la fabrication de produits plastiques. Au sein de cette entreprise existe une unité de recyclage des déchets plastiques. De quoi intéresser le ministre Jean-Luc Assis qui entreprend une visite de terrain. Ici, 20 000 tonnes de déchets sont transformées par an. Pour nous, l'économie circulaire est un pas très important dans notre processus de production. En 2022, on a connu une crise volatile sur les matières premières. Les prix des matières premières ont explosé, et même sur le transport maritime. Donc, hormis, nous avons les matières premières localement disponibles. Donc c'est ce qu'il faut encourager à pousser, à éviter d'importer des matières premières, les ramasser, les collecter localement
les transformer et en refaire des produits dérivés. Cette visite du ministre Jean-Luc Assy s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin prochain à Abidjan autour du thème « Solution à la pollution plastique ». Au regard donc de ce thème, il était important pour nous de voir quelles sont les innovations et quelles sont les initiatives au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons choisi donc une société qui recycle les plastiques. Nous sommes émerveillés de voir ce qui est en train de se passer ici. Les chaises, les seaux, les bâches, etc. sont faits à base donc de déchets plastiques. Et donc rien ne se perd et c'est ça. Je voudrais encourager donc de cette société qui est vraiment une société qui nous a donné quelques solutions qu'on pourrait avoir par rapport donc aux déchets plastiques. Le ministre Jean-Luc Assy a aussi évoqué l'incivisme des populations quant à la gestion des déchets plastiques. Lorsqu'on jette un déchet plastique dans la rue, naturellement ça se retrouve donc dans les caniveaux. Et quand ça se retrouve dans les caniveaux, avec une pluie, ça se retrouve dans la lagune, dans nos eaux, dans nos cours d'eau. Le plastique, en tant que tel, lorsqu'il devient un déchet, il devient toxique. Et donc quand il se retrouve dans nos eaux, il a un impact sur la biodiversité. Il est important pour nous d'avoir donc un acte d'éco-citoyen. Et cette posture donc d'éco-citoyenneté doit être développée dans toutes nos villes. D'autres visites de ce genre sont prévues par le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour toujours promouvoir l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Voilà, nous partons maintenant pour Accra, la capitale ghanéenne qui abrite la 4e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cette rencontre bilatérale présidée par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani permet aux deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, de mutualiser leurs efforts en vue d'une meilleure valorisation du cacao et surtout une rémunération des producteurs. Lansine Bakayoko et Fernand Conan sont nos envoyés spéciaux au Ghana. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est un partenariat entre les deux pays destiné à obtenir des prix rémunérateurs pouvant améliorer les moyens de subsistance des producteurs de cacao. À cette 4e réunion du comité de pilotage de l'initiative à Accra, plusieurs points liés à l'organisation structurelle et à l'opérationnalisation efficiente de l'initiative ont été abordés, mais aussi les sujets relatifs à la mise en œuvre efficace du différentiel de revenus décent, une prime de $400 par tonne payable aux producteurs et le suivi du pacte économique. Ils ont joué sur cette prime pour diminuer le différentiel de revenus décents. Mais nous sommes restés très vigilants et solides en ce qui concerne les deux pays. Nous avons mis en place des comités techniques qui travaillent de manière à pouvoir trouver des solutions pour que le marché intègre définitivement le DRD et de manière à mieux payer le planteur. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, qui préside le comité de pilotage, appuyé par son homologue ghanéen Brian Achiampong, a réitéré le souci des deux chefs d'État de garantir un mieux-être aux producteurs de cacao. C'est le lieu de vous féliciter pour le travail abattu en si peu de temps pour faire progresser la vision de notre organisation et également des résultats déjà tangibles en ce qui concerne la stabilité du marché, l'amélioration des prix et la forte valeur du cacao. Malgré les résultats encourageants, Kobena Kwasi Adjumani en appelle à l'élargissement du front de la lutte avec les autres pays producteurs africains. C'est la raison pour laquelle je voudrais encourager l'intégration du Cameroun et du Nigeria dans cette union. D'ailleurs, dans cette perspective, ces deux pays ont été invités à notre dernière réunion à Abidjan. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de l'offre mondiale du chocolat, avec 3 millions de tonnes de fèves.
Voilà, c'était le reportage de nos envoyés spéciaux à Accra, au Ghana, Lansana Bakayoko et Fernand Conan. Ici en Côte d'Ivoire, les TIMO 2023, travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont été lancés. Plus de 15 000 bénéficiaires sont ciblés. C'est une initiative du gouvernement ivoirien pour offrir des opportunités d'emploi temporaires et de formation aux jeunes en situation de vulnérabilité. L'inscription est gratuite et concerne tous les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Walter Madou Ouattara. Lancés en 2012, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO ont permis d'insérer 4 816 jeunes l'année dernière pour un appui financier de 580 millions de francs CFA. À ce lancement de l'édition 2023, des bénéficiaires témoignent. Projet TIMO, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de me prendre en charge. Avant le projet TIMO, je ne faisais rien. Aujourd'hui, je vends de l'arachide et des croquettes. Dans le mois, si j'ai fait les dépenses et autres, ce que je peux enlever à manger, tout et tout, je peux épargner au moins 10 000 comme ça. Face à l'opportunité offerte, les élus locaux partenaires clés de TIMO exhortent les jeunes à y adhérer massivement, l'inscription étant gratuite. Aux jeunes, je les invite donc à se faire enrôler. Il ne faut pas qu'ils aient peur, il ne faut pas qu'ils aient honte, il ne faut pas qu'ils soient complexés. Dans la vie, on peut partir de très bas et puis devenir un homme prospère. Vous comprenez donc l'engouement des maires. Nous sommes plus d'une centaine présents dans cette salle. Je vous invite à persévérer dans l'effort car la réussite du PJGouv permettra, nous en sommes convaincus, de donner une seconde chance à de nombreux jeunes dans nos communes. 6 mois durant, 15 900 bénéficiaires participeront à des travaux d'intérêt public. Ils vont percevoir 35 000 francs CFA chaque mois. 2 ministres apportent leur contribution pour le succès de ce projet qui est en phase avec les objectifs fixés par le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. Nous sommes en train de déployer sur le terrain, à l'intérieur du pays, nos brigades d'assainissement et de salubrité. Et nous avons besoin de jeunes gens qui soient membres de ces brigades, à réorganiser l'activité de collecte des ordures ménagères en instituant une phase de pré-collecte mieux organisée que ce qui se fait aujourd'hui. Et ça pourrait être aussi un point d'application des programmes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, je m'en voudrais de ne pas vous inviter à souscrire à la couverture maladie universelle pour vous soigner. Je m'en voudrais également de ne pas vous exhorter à souscrire au régime social des travailleurs indépendants pour vous assurer des revenus de remplacement au moment où vous irez à la retraite. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, insiste sur l'égalité des chances que proposent les TIMO aux jeunes âgés de 18 à 40 ans. L'égalité de chances est une priorité du chef de l'État. Tous les jeunes dans nos communes, dans nos sous-préfectures, quelles que soient leurs conditions sociales, ethniques, politiques, doivent accéder à ces programmes avec une chance égale. C'est à cette seule condition que nous allons garantir le succès donc, de ces programmes. Demandons aussi aux jeunes, au-delà donc de l'appel que je viens de lancer, surtout à ceux qui ont déjà été bénéficiaires, continuez à témoigner, continuez donc à informer vos camarades. Après ce lancement officiel, est ouverte la phase des inscriptions à partir du site internet de l'Agence Emploi Jeunes et auprès des mairies sur l'ensemble du territoire national. Le début des activités est prévu pour le mois de juillet prochain. Et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire organise le 2 septembre prochain donc le double scrutin municipal et régional. La phase du contentieux est ouverte depuis ce jeudi 1er juin pour 10 jours et le contentieux électoral consiste pour les populations enrôlées sur la liste électorale à aller vérifier si les informations données sont correctes. Eh bien, nos équipes conduites par Angela Diallo et Sidonie Davila ont fait le point de cette deuxième journée de ce processus électoral. Ce 1er juin marque le début de la phase de réclamation et du contentieux de la liste électorale. Dès l'ouverture, Mylène et Marie-Catherine se rendent au plateau vérifier qu'elles sont bien inscrites sur la liste électorale. Si les informations personnelles de Marie-Catherine sont correctes, ce n'est pas le cas pour Mylène. Il y a une erreur sur mon lieu de naissance lors de l'enrôlement.
Donc je suis venue, on m'a demandé de faire la photocopie de ma pièce. Et il a rempli les papiers, il m'a donné un récépissé. Depuis ce matin, il n'y a vraiment pas eu d'affluence. Peut-être que comme c'est le premier jour, nous sommes habitués, même pendant l'enrôlement, c'était comme ça les premiers jours. Après, quand les jours suivent, les gens viennent au fur et à mesure. On a eu juste quelques cas que nous allons nous forcer à régler parce qu'il faut que tous les Ivoiriens participent au vote. La CEI a procédé à l'affichage des listes électorales provisoires dans tous les centres de vote. Ce vendredi matin, au deuxième jour du contentieux, Sanfo est au lycée moderne technique du Maou. Je suis venu voir s'il n'y a pas d'erreur sur ma date de naissance, sur mon nom, tout ça. J'invite les citoyens ivoiriens à venir faire comme moi. C'est un début assez timide dans les bureaux de la CEI. Mais cette phase de réclamation et du contentieux va durer 10 jours. En cas d'erreur constatée, les électeurs sont invités à se rendre dans les commissions électorales locales munies des pièces justificatives. Les données à caractère personnel peuvent être aussi vérifiées par téléphone étoile 919 dièse ou sur le site de la CEI www.cei.ci. Voilà, on rappelle que la phase du contentieux va durer donc 10 jours. Ils sont au nombre de 75, tous des docteurs. Ils viennent de signer leur adhésion au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le reportage est signé Éric Goré. Ces nouveaux militants du RHDP ont quelque chose en commun et de particulier. Ils sont tous titulaires du doctorat dans différents domaines. Fraîchement présentés, ils sont aptes à apporter leur contribution au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des engagements pris en présence du professeur Adama Diawara, parrain de cet événement. Une décision volontaire concrétisée au siège du parti des oufouettistes. Le président Alassane Ouattara fait le job des Ivoiriens. Le RHDP, qu'on le veuille ou non, était parti rassembleur. Ces docteurs-là représentent toute la diversité ivoirienne. Donc, monsieur le ministre, nous sommes vos soldats. Nous sommes déterminés. Nous attendons que le mot du parti pour nous mettre en marche. Considérez dès aujourd'hui notre engagement total au RHDP. Le professeur Adama Diawara, membre du directoire du RHDP, salue cette décision en précisant que l'adhésion de ces militants au RHDP n'est pas un passeport pour rentrer dans la fonction publique. Ils sont arrivés par conviction, pas du tout par opportunisme. Et cela est lié au fait que depuis l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la tête de l'État du Côte d'Ivoire, beaucoup a été fait pour l'ensemble de notre dispositif éducatif, mais particulièrement pour notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. Et cela est donc de nature à attirer au RHDP la plupart de ces docteurs-là. Bon, il ne faut pas faire de confusion. Ce n'est pas parce qu'il y a des docteurs non recrutés qui adhèrent au RHDP qu'automatiquement ils seront recrutés. Ils sont soumis au même concours que tous ceux qui ne sont pas RHDP. Parce que là, il s'agit de la gestion de l'État. Le concours, il est républicain. Le professeur Adama Diawara fait ainsi la part des choses entre les affaires du parti et le fonctionnement de la République de Côte d'Ivoire, comme le souhaite de tous ses voeux le président Alassane Ouattara. C'est lors d'une conférence de presse qu'il a annoncé sa candidature. Georges Alain Blé est candidat à la mairie de Cocody. Son projet est de nommer Cocody autrement, nous rapporte Angela Diallo, Sidonie Davila. Cocody autrement, un projet novateur pour les jeunes et habitants de la commune. Initié par Georges Alain Blé, ce projet est axé sur plusieurs thématiques, à savoir la santé, l'urbanisme, l'employabilité des jeunes et la formation. Aussi, le futur candidat aux élections locales envisage-t-il de travailler avec l'Ordre des architectes pour améliorer l'architecture de la commune de Cocody. Je voulais faire connaître le projet dans son entièreté, discuter avec la presse, recevoir quelques invités pour partager la vision que nous avons pour Cocody. Donc lorsqu'on vient, on ne vient pas avec la bannière politique forcément, mais on vient avec une vision. Et la vision que nous avons pour Cocody, ce Cocody autrement, là, c'est de dire voici ce que nous sommes capables de faire pour redonner au visage de la commune un visage emblématique. Avec pour ambition de représenter la commune de Cocody aux élections locales à venir, Georges Alain Blé, candidat indépendant,
aspire à une politique municipale audacieuse, innovante et moderne. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 2 septembre prochain. Et pour les nouvelles à l'étranger, notez que l'opposant sénégalais Ousmane Sonko peut être arrêté à tout moment après sa condamnation à 2 ans de prison ferme par la justice sénégalaise. La chambre criminelle du tribunal de Dakar l'a reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Les charges d'accusation de viol ont été abandonnées. La propriétaire du salon de massage a été condamnée aussi à 2 ans de prison ferme. Hier, après l'annonce du verdict, comme vous le voyez sur ces images, des affrontements meurtriers ont éclaté dans la foulée à Dakar et à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est le maire. Les tensions persistent aujourd'hui encore dans le pays. 2 nouveaux militaires viennent d'être inculpés en France dans l'affaire de la mort de 27 migrants après le naufrage de leur embarcation. C'était dans la Manche en 2021, ce qui porte à 7 le nombre de militaires inculpés dans le cadre de ce dossier. Et ces militaires sont soupçonnés de ne pas avoir porté secours aux migrants la nuit du naufrage. Fin de ce 20h, restez prudents, nous sommes en saison pluvieuse. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous et à très bientôt.